Alors bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un équilibre qui concerne les solutés peu solubles, donc les solides qui se dissolvent mais faiblement. Avant de faire ça, on va commencer par réviser qu'est-ce que c'est que la dissociation électrolytique et comment on peut écrire une équation de dissociation électrolytique parce que c'est quand même central pour ce chapitre-là. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la dissociation électrolytique? Bien, on peut obtenir une dissociation électrolytique lorsqu'on dissout dans l'eau une substance qui va libérer des ions. Donc, les acides, les bases et les sels, ce sont des électrolytes. Donc, ça, vous avez vu ça l'an dernier. Lorsque on dissout une substance et qu'elle libère des ions, un ion positif, un cation et un négatif, un anion, bien, on observe, par exemple ici, lorsqu'on a un électrolyte fort, donc une dissociation électrolytique comme le sel, bien, on observe que l'électricité peut circuler, donc une ampoule ou un détecteur de courant électrique va s'allumer. Si on a une dissolution moléculaire, c'est-à-dire que la substance qu'on dissout ne va pas se dissocier, bien, on va observer que la lumière n'allume pas du tout. Donc là, à ce moment-là, on a une substance qui est non électrolyte. Donc, les substances électrolytes en solution, qu'est-ce qui leur arrive? Donc, deux choses. D'abord, on a les électrolytes forts. Donc, l'électrolyte fort, lui, va se dissocier fortement. Donc, on voit ici que lorsqu'il est dans l'eau, l'électrolyte fort, il peut rester quelques molécules, mais la majorité se retrouve sous forme d'ions. Donc, on a des ions négatifs et des ions positifs. Donc là, ici, on aura un électrolyte fort, une ampoule qui s'allumerait fortement. On a aussi des électrolytes faibles. Donc, l'électrolyte faible, c'est lorsque l'ampoule s'allume, mais plus faiblement. Qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'il y a certaines substances qui vont rester sous forme moléculaire en grande partie, mais se dissocier aussi, mais plus faiblement. Donc, il y a seulement une partie des molécules qui va former des ions en solution. Donc, un exemple d'électrolyte, dans ce cas-ci, un électrolyte fort, c'est lorsqu'on mélange du sel, donc les molécules de sel NaCl, avec de l'eau. Bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que ici, la liaison qui unit le sodium et le chlore, c'est une liaison ionique parce qu'on a un métal et un non-métal. Bien, cette liaison-là ionique se défait facilement et ici, on se retrouve avec des ions, liaison ionique, on retrouve des ions, donc des ions Cl- et des ions Na+. Donc, on va voir plus loin comment là, on peut être certain de la charge qu'il y a sur les ions. Donc, si on écrit cette équation-là de dissociation électrolytique, ben, on obtient l'équation suivante. Donc, ce qu'on écrivait avant, on écrivait tout simplement NaCl solide dans l'eau fait du NaCl en phase aqueuse. Donc, c'est également vrai, mais il manque l'aspect dissociation électrolytique. Donc, lorsqu'on a affaire à un électrolyte, on va plutôt écrire les ions en phase aqueuse. Donc, le sel, lorsqu'il est dissous, se retrouve en ions Na+, et Cl- en phase aqueuse. Donc, vous voyez ici que j'ai écrit une simple flèche. Donc, dans ce cas-ci, la dissolution serait complète. Donc, tout le NaCl serait dissous et serait en forme Na+ et Cl-. Mais on pourrait aussi observer un état d'équilibre si on a un dépôt au fond du mélange. À ce moment-là, on pourrait avoir un équilibre entre la dissociation et la formation du chlorure de sodium. Pour une substance non électrolyte, qu'est-ce qui va arriver quand elle est en solution? Bien, c'est que ces molécules vont rester sous leur forme moléculaire. Donc, elles ne vont pas se séparer pour former un anion et un cation. Donc, un exemple de ça, ben, c'est le sucre. Donc, si je prends des molécules de sucre et que j'ajoute des molécules d'eau, je vais tout simplement avoir des molécules de sucre sous leur forme moléculaire dispersées à travers les molécules d'eau.
si j'écris cette équation-là, ça donne plutôt une équation tout simplement de dissolution et non pas de dissociation. Donc, j'ai du sucre en phase solide que je dissous dans l'eau. Donc, encore une fois, ici, j'ai écrit une réaction complète, c'est-à-dire que tout le sucre est dissous, mais on pourrait aussi obtenir un état d'équilibre où il y aurait un dépôt de sucre. Donc, j'aurais un équilibre entre la dissolution et la précipitation du sucre. Donc, si on revient avec l'équation de départ, donc écrire une équation de dissociation électrolytique. Donc, le chlorure de sodium, ben, c'est un sel, hein, parce que c'est un métal avec un non-métal, et la liaison qui se retrouve entre le sodium et le chlore, c'est une liaison ionique. Donc, on se rappelle d'avoir vu les liaisons ioniques, c'est ce qui unit généralement un métal avec un non-métal. On va retrouver d'autres types de liaisons quand on va continuer les prochains exemples. Donc, NaCl, liaison ionique. Comment je détermine que ça donne Na+, et Cl- lorsque c'est en solution? Bien, je retrouve dans mon tableau périodique le sodium qui est ici. Donc, le sodium qui est dans la première colonne ici du tableau périodique, la première famille, les alcalins. Et les alcalins ont tendance à faire une charge de +1. Donc, c'est ce qui nous donne plus ici. Et je vais retrouver le calcium ici dans cette famille-là, les halogènes, où on a plutôt une charge de -1. Donc, charge négative ici. Quand on les met ensemble, ben ça s'annule. Donc, on a ici bien notre molécule là, dont la charge est de 0 au total. Donc, le tableau périodique devient important ici. Il faut se rappeler là, des charges que vont porter les éléments dans le tableau périodique. Donc, dans la deuxième famille ici, ben, on a des charges de +2. Donc, ils vont donner 2 électrons. Du côté des métaux de transition, on va en reparler dans les exemples plus loin. C'est variable. Donc, on ne peut pas, avec le numéro de famille, là, déterminer il y a combien d'ions ou d'électrons partagés. Donc, ça peut être variable. Dans la famille du bord ici, c'est +3. Et ici, donc, on avait -1. Dans la famille de l'oxygène, on va avoir des ions -2. Et ici, -3. Donc, c'est nos principales familles là, et on va toujours travailler comme ça. Donc, si j'illustre cette molécule-là, une fois qu'elle est dissoute, ben, dans le fond, mes deux atomes ici, ben, je vais avoir le sodium en solution et le chlore qui lui a gagné un électron en solution. Donc, ce lien-là ici va se défaire quand je vais passer en solution. Donc, on va toujours se référer au tableau périodique. On va poursuivre avec l'exemple du dichlorure de magnésium. Alors, je vous invite à appuyer sur pause dans votre vidéo et d'essayer d'écrire l'équation de dissociation électrolytique là, en vous référant, comme je viens de le faire, au tableau périodique. Donc, si on repère dans le tableau périodique ici le magnésium et le chlore, ben, comme tantôt ici, donc on voit que le magnésium, ici, dans la famille des alcalino-terreux, va avoir tendance à donner 2 électrons, donc va avoir une charge de 2+. Donc, on va écrire Mg2+, en phase aqueuse. Pour le chlore, ben, comme on a vu ici tantôt, le chlore va avoir plutôt une charge de -1. Donc, ce qui va nous donner Cl- en phase aqueuse. Puis là, ben, ici, j'ai un petit 2, là. Donc, Cl2. Ça veut dire que j'ai 2 chlores.
Donc, on ne va pas écrire Cl2- parce que la charge du chlore, c'est moins. C'est seulement négatif. Et on ne va pas non plus écrire Cl2 parce qu'à ce moment-là, ça serait plutôt la forme moléculaire. Ici, on a la forme ionique. Donc, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on se ramasse avec deux atomes de chlore en solution. Donc, à chaque fois qu'on défait ici une molécule de MgCl2, ben, on libère un atome, un ion de magnésium et deux ions de chlore. Donc, si on dessinait cette molécule-là, on a le magnésium ici, avec deux liaisons ioniques, hein, des liaisons qui relient un métal, ici un métal avec un non-métal, donc liaison ionique. Donc, ces liaisons-là vont se briser au cours de la dissolution. Le magnésium va avoir une charge de 2+, parce qu'il a donné un électron à chacun des atomes de chlore. Donc, c'est ce qu'on va retrouver en solution. Donc, ça, c'est quand on a des éléments qu'on peut identifier comme ça dans le tableau périodique, mais parfois, on va aussi avoir des ions polyatomiques. Donc, vous vous rappelez, j'avais beaucoup insisté sur la révision au niveau des ions polyatomiques. Donc, si vous vous rappelez des ions polyatomiques, ben, ça va être beaucoup plus facilitant, mais il y a parfois d'autres façons là, de déterminer les charges. Donc, dans ce cas-ci, j'ai du Na2SO4, donc encore un sel. Donc, les sels qui sont des électrolytes. Donc, un sel métal avec ion polyatomique, c'est un sel. Donc, si je vais voir dans mon tableau périodique, ben, je retrouve le sodium ici. Donc, dans ma famille 1 ici, donc charge plus 1. Ça va donc me donner Na plus en phase aqueuse. Comme j'ai deux atomes, ben, il va y avoir également deux ions sodium en solution. SO4, ben SO4, il n'y a pas de métal là-dedans, c'est un groupement. Donc, le sodium est rattaché à l'oxygène, donc deux non-métaux. Donc, on n'a pas de liaison ionique dans ce cas-ci. Ça va donc rester ensemble. Donc, c'est mon ion polyatomique, SO4, avec sa charge de 2-. Donc, si on s'en rappelle, tant mieux. Si on ne s'en rappelle pas, ben, on peut les calculer. On sait ici qu'on a deux charges positives. Ça prend donc deux charges négatives pour former là, la molécule ici qui est neutre. Donc, pour ceux là, qui aimeraient voir où se trouvent les liaisons ioniques, donc si on dessine cette molécule-là, ben, on va avoir Na. On a ici qui est rattaché directement à un oxygène. Donc, on a le soufre et l'oxygène. Donc, ça donne cette forme-là ici et mon autre sodium ici. Donc, dans ce cas-ci, on a deux liaisons ioniques qui vont se briser lors de la dissolution et ce groupe-là hein, va rester entier. Ça va donc faire Na+, parce que le sodium donne un électron au groupement SO4. Même chose pour l'autre sodium. Et on va avoir le groupement SO4 qui va avoir ses charges, deux charges négatives sur chacun des oxygènes. Donc, une fois détaché, c'est ce que ça donne. Donc, il y a deux liens ioniques qui se sont brisés ici et on a nos ions Na+, et notre ion polyatomique SO4 2-. On fait un dernier exemple. Donc, ici, AgNO3. Donc là, AgNO3, j'ai un ion polyatomique, puis en plus, j'ai un métal de transition. Donc, dans les métaux de transition, on ne connaît pas nécessairement la charge en regardant le numéro de famille. Donc, ce n'est pas parce que l'argent est ici dans la famille 11, ben là, c'est écrit 11, mais parfois, ça pourrait être noté B avec un numéro différent. Mais cette en-tête de colonne-là là, ne nous donne pas le nombre d'électrons ici là, qui va être gagné ou perdu.
Donc, on n'a pas trop le choix de passer par la charge ici qu'on retrouve sur NO3. Donc, il faut connaître nos ions polyatomiques dans ce cas-ci. Donc, si on se rappelle bien, le NO3, sa charge était de -1. Donc, on va avoir NO3- en phase aqueuse. Comme la molécule, bien sûr, doit être neutre, ben, l'argent, on n'a pas le choix de lui mettre une charge positive. Donc, Ag+, en phase aqueuse. Donc, ça va être notre équation de dissociation électrolytique. Donc, si on veut représenter cette molécule-là, donc ici, l'azote est relié à 3 oxygènes et l'argent est ici. Donc, on a une liaison ionique ici. Les autres, ce sont des liaisons covalentes. Donc, lorsque en solution, ben, on va obtenir Ag+, et NO3 avec une charge négative au total. Donc, c'est ce que ça fait là, donc, lorsque c'est en solution. Donc, ça ici, vous n'avez pas besoin d'être capable de l'illustrer. C'est simplement pour vous montrer là, où étaient placées les liaisons ioniques. Par contre, ça, il faut être capable d'écrire les équations de dissociation électrolytique. C'est bien important. Donc, vous êtes maintenant prêt à faire les exercices qui sont disponibles dans la section 8.3 à la suite de ce vidéo.